La neige tombait lentement, comme si le temps s'était suspendu pour assister à la chute d'un homme. Dans un coin d'une place lyonnaise oubliée, un homme au manteau déchiré observait le monde sans vraiment le voir. Le froid lui mordait la peau, mais rien ne le faisait plus souffrir que le vide qui l'habitait. Thomas, 42 ans. Un nom banal pour une vie devenue méconnaissable. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de souvenirs qu'il préférait oublier. Le vent soufflait à travers les arbres dénudés, faisant craquer les planches du banc où il était assis. La ville était toujours vivante. Klaxons au loin, bruit de pas pressés, rire dans les bars illuminés. Mais pour lui, tout cela ressemblait à un écho d'un autre monde. Il avait tout perdu. Sa femme, son travail, sa maison. Et, plus encore, il s'était perdu lui-même. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Certains disaient qu'il avait trahi la confiance de quelqu'un, d'autres qu'il avait simplement baissé les bras. Mais la vérité était plus amère et bien plus silencieuse. À un moment donné, il avait fait quelque chose qu'il ne pouvait se pardonner, quelque chose qui le hantait chaque nuit, lorsque le bruit de la pluie frappant la vitre était sa seule compagnie. Thomas baissa la tête et observa ses mains, sales, usées, presque étrangères à ce corps jadis si fort. Dans sa poche, une photographie pliée, le papier usé par les nombreuses tentatives d'oubli. Sur l'image, une femme et une petite fille. Le sourire de l'enfant était la seule lueur d'un passé qui semblait appartenir à une autre vie. Il ferma les yeux et un instant, la voix de l'enfant lui revint. « Papa, regarde !» Comme un écho de bonheur perdu. Mais l'écho se brisa, englouti par le souvenir d'un verre brisé, d'un cri, et puis plus rien. La pluie redoublait. Thomas, les épaules voûtées, errait sans but entre les vitrines qui reflétaient sa propre ruine. Les gens détournèrent le regard, feignant de ne pas le voir. Il était devenu invisible, un spectre. Soudain, une voix brisa le brouhaha monotone de la ville. « Monsieur ?» Le son était serein, ferme, mais empreint d'une étrange familiarité. Thomas se retourna lentement. Devant lui, un homme de grande taille, vêtu d'un manteau gris, l'expression trop calme pour cette nuit glaciale. L'étranger l'observait d'un œil qui en dit long. « Je crois que vous avez perdu quelque chose. » La voix était grave, presque hypnotique. Thomas fronça les sourcils, perplexe. « Non, j'ai tout perdu. » L'homme esquissa un sourire, comme s'il s'attendait précisément à cette réponse. Sans ajouter un mot, il lui tendit la main. Un geste simple, presque banal, mais qui semblait suspendre le temps. Des gouttes de pluie tombèrent entre eux, reflétant les réverbères comme de petites constellations. Thomas hésita. Il y avait quelque chose dans cette présence, un mélange de paix et de malaise, comme s'il l'avait déjà vu, en rêve, ou peut-être dans un souvenir. « Prenez-le » insista l'homme. Son regard était intense, serein, mais inébranlable. Thomas, trop épuisé pour résister, accepta. La main de l'inconnu était chaude, ferme, réelle. Une étrange chaleur lui parcourut le bras, comme si un instant la douleur s'était apaisée. « Il y a un café là-bas » dit l'homme en désignant le coin. « On peut discuter. » Thomas ne savait pas pourquoi il l'avait suivi. Peut-être par curiosité, peut-être par nécessité. Mais au fond de lui, quelque chose lui disait que ce geste, cette invitation n'était pas fortuit. Le café était petit, presque vide. Une clochette tinta à leur entrée. L'arôme du café frais se mêlait au doux son d'un piano provenant d'une vieille radio. L'étranger s'assit en face de lui, ôta son manteau et le regarda droit dans les yeux. Parfois, il faut toucher le fond pour voir la lumière. Thomas fronça les sourcils, intrigué. « Vous me connaissez ?» demanda-t-il. L'homme sourit, et dans ce sourire, il y avait quelque chose qui le déconcerta. « Pas encore. » Le serveur apporta 2 tasses fumantes. Thomas regarda la vapeur s'élever, dessinant des formes dans l'air, des ombres, des visages, peut-être des souvenirs. Il essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'inconnu remuait lentement le café, les yeux fixés sur lui, comme s'il attendait quelque chose. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Thomas d'une voix tremblante. L'homme répondit sans hésiter. « Parce que vous avez oublié la promesse. » Thomas le dévisagea perplexe. « Quelle promesse ?» Le silence qui suivit était presque insoutenable. L'inconnu se leva, déposa quelques pièces sur la table et dit calmement « Vous vous en souviendrez le moment venu. » Avant que Thomas puisse réagir, l'homme s'en alla. La porte du café vacilla sous le vent et la clochette tinta de nouveau. Il resta là, abasourdi, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'est alors qu'il remarqua l'enveloppe posée sur la table. Le papier était légèrement humide et le nom Thomas y était inscrit d'une élégante écriture. Son cœur s'emballa. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur,
Une simple photographie, la même de famille, mais différente. La jeune fille regardait l'objectif avec un détail qui le glaça d'effroi. Dans le reflet de la vitre derrière elle, se tenait l'homme au manteau gris. Thomas sentit son souffle se couper. Elle regarda autour d'elle, comme si elle s'attendait à le voir dehors. Mais la rue était déserte. Le vent portait le son lointain des cloches d'une église, et la pluie tombait maintenant plus lentement, presque silencieusement. Il serra la photo entre ses doigts, ressentant le poids de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Un frisson le parcourut. Quelque chose lui disait que cette rencontre n'était pas terminée. Croyez-vous que les rencontres dans nos vies soient véritablement le fruit du hasard, ou pensez-vous que certaines sont méticuleusement orchestrées par le destin? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cette nuit-là, Thomas ferma à peine le sommeil. La photographie était posée sur la table, et le visage de l'enfant semblait l'observer avec la même sérénité qui l'avait anéanti. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le reflet de l'homme au manteau gris à la fenêtre, immobile, mais présent, comme une ombre qui le poursuivait. Le vent claquait contre les stores, l'horloge sonna 2 heures du matin et la ville dormait. Indifférente à ce qui se passait dans cette petite pièce humide, il alluma une cigarette, sans même savoir pourquoi, peut-être par habitude, peut-être pour avoir quelque chose qui lui rappelle qu'il était encore en vie. Mais soudain, quelque chose changea. Un bruit, un murmure presque imperceptible venant de la rue. Thomas s'approcha de la fenêtre et tira le rideau. Sous le lampadaire, la pluie tombait doucement et ses reflets dorés se répandaient sur le sol humide. Mais ce qui le figea, vraiment c'était le détail à sa droite, le même manteau gris, le même homme, debout à l'endroit précis où leurs chemins s'étaient recroisés pour la première fois. Pas de parapluie, pas de précipitation, juste ce regard, fixe, serein, presque humain, mais pas tout à fait. Thomas resta un instant paralysé, la cigarette brûlant entre ses doigts. Lorsqu'il cligna des yeux, l'homme avait disparu. Seul le vide et le bruit lointain d'un train résonnaient dans les rues humides. Il sentit son corps trembler et, pour la première fois, perçut une étrange présence dans l'air, une sensation qui n'était pas de la peur, mais un mélange troublant de reconnaissance et de destin. Quelque chose l'appelait à retourner à ce café. À l'aube, le soleil timide perça les nuages. Thomas marchait sur le trottoir encore humide, l'enveloppe dans sa poche, d'un pas hésitant. Le café pourtant semblait différent. La façade était la même, l'enseigne indiquait toujours le Mirabeau, mais l'intérieur, vide. Pas de clients, pas de musique, seulement le grincement de la porte. Il s'approcha du comptoir et appela le serveur qui l'avait servi la veille. Pas de réponse, seulement l'écho de sa voix. En regardant de plus près, il remarqua quelque chose sur le comptoir. La même enveloppe, identique, mais cette fois avec une nouvelle inscription « Tu dois te souvenir ». Il l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, une feuille de papier jaunie, une photographie encore plus ancienne. On y voyait un homme plus jeune, aux cheveux noirs et au regard calme, le même visage que l'inconnu. Seule la photo était datée de 1972. Thomas sentit son estomac se nouer. C'était incompréhensible. La photo était vieille, le papier usé, le tampon de développement trop ancien. Et pourtant c'était lui. Le même homme qui, 24 heures plus tôt, lui avait tendu la main sous la pluie. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait le fit se retourner. Le serveur apparut enfin, s'essuyant les mains avec un torchon. « Monsieur ?» Thomas brandit nerveusement la photo. « Vous le connaissez ?» L'homme regarda attentivement le cliché, fronça les sourcils et répondit « Lui ? Non, mais ce café appartenait à son père. Il est mort il y a longtemps. » Le cœur de Thomas s'emballa. « Et il s'appelait comment ?» Le serveur sembla hésiter, puis répondit « Gabriel ». Le nom résonna en lui comme un coup de tonnerre. Gabriel, un nom qui ne lui rappelait rien, mais qui éveilla quelque chose de plus profond. Un fragment de mémoire peut-être. Il le remercia, quitta le café et au coin de la rue frissonna. Un homme se tenait de l'autre côté, l'observant. Ce n'était pas le même homme. Celui-ci était plus âgé, le regard fatigué, mais tout aussi énigmatique. « Vous cherchez Gabriel ?» demanda l'inconnu. Sa voix était rauque, usée par le temps. Thomas se contenta d'acquiescer. L'homme lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent les ruelles étroites de Lyon jusqu'à une impasse qui menait à une petite librairie abandonnée. Le bois de la façade était pourri et les vitres couvertes de poussière. Le vieil homme poussa la porte et une vieille clochette tinta. « C'était ici le début », murmura-t-il. L'air était imprégné d'une odeur de papier et d'humidité. Les étagères, encore pleines de livres, semblaient figées dans le temps. Au fond de la boutique, une table. Dessus, un cahier ouvert,
et une plume sèche. Thomas s'approcha, le cœur battant la chamade. Sur la première page, une écriture qu'il reconnaîtrait entre mille, la sienne. Il feuilleta lentement les pages et y trouva des phrases qu'il n'avait jamais écrites, des pensées, des confessions, des souvenirs, comme si on lui avait arraché les mots qu'il n'avait jamais osé prononcer. Je me souviens de tout, la pluie, la promesse, le cri. Il laissa tomber le carnet, le bruit résonnant dans la librairie silencieuse. Le vieil homme le regarda en silence, le regard empli de compassion. « Vous savez maintenant pourquoi il vous a trouvé, dit-il. Calmement. Il voulait que vous terminiez ce que vous aviez commencé. » Thomas inspira profondément, l'air lourd lui brûlant les poumons. Le bruit lointain de pas résonna à l'étage. Il regarda les escaliers, partagés entre la peur et la curiosité. Le vieil homme posa une main sur son épaule. « Montez, il faut que tu vois. » Les marches grincèrent sous le poids de ses pas hésitants. L'étage était petit, une fenêtre laissant filtrer la pâle lumière du matin. Au centre de la pièce, une photographie était accrochée au mur. Thomas s'approcha, tremblant de tout son corps. C'était la même image, lui, sa femme, sa fille. Mais derrière eux, désormais parfaitement visible, l'homme au manteau gris souriait. Un silence pesant s'installa. Thomas recula d'un pas, la poitrine serrée. Le reflet dans la vitre montrait le même sourire, mais derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Seul le vent qui entrait par la fenêtre entr'ouverte et le bruit lointain d'un train. Le vieil homme monta lentement les marches et s'arrêta près de lui. Parfois, les mains qu'on croit étrangères viennent de celles qu'on a perdues. La phrase résonna dans l'esprit de Thomas comme une prière. Il fixa la fenêtre, son reflet, et quelque chose en lui se brisa. Ou peut-être guérit-il enfin. La pluie reprit, fine et régulière. Il passa ses doigts sur la vitre et, un instant, crut sentir une autre main de l'autre côté. Ni froide, ni lointaine, familière. Croyez-vous que certaines personnes reviennent pour tenir une promesse faite de leur vivant, même si le monde les a déjà oubliés? Partagez dans les commentaires ci-dessous votre vision de la véritable personnalité de Gabriel. Le vieil homme ne descendit pas avec lui. Il resta là, près du portrait, comme pour veiller sur le cadre et les souvenirs, les protégeant de toute précipitation. Thomas redescendit lentement au rez-de-chaussée, chaque pas grinçant comme une annonce. Sur le comptoir, sous la poussière, se trouvait un registre fermé par une lanière de cuir. Le cuir céda avec un claquement sec, et l'odeur du vieux papier s'éleva comme un fantôme discret. Les premières pages portaient des dates remontant à plusieurs décennies, des notes à l'encre bleue, des noms, de petites sommes, et ça et là des phrases qui n'avaient rien à voir avec la comptabilité. Avance accordée, ne rembourse pas. Il nous a vus. L'écriture changeait, tantôt ferme, tantôt irrégulière, comme si plusieurs mains s'étaient succédées au fil des ans. Sur une page non datée, son nom, Thomas, café, nuit de pluie, payé. En dessous, quelqu'un l'avait complété plus tard. Revenir quand il saura. Un frisson le parcourut. Il ne se souvenait pas d'être venu ici avant la veille. Pourtant, quelqu'un avait enregistré sa présence, comme s'il s'agissait d'une nouvelle visite, et non d'une première. Dans un compartiment étroit, dissimulé au fond du tiroir, une enveloppe grise. À l'intérieur, un mot écrit au crayon. La gare, casier 27, aux sons qui reviennent. Et une vieille pièce, percée d'un trou au centre, attachée à une ficelle. La pièce tournoyait entre les doigts de Thomas et, un bref instant, il crut entendre le sifflement lointain d'un train, le même qui déchire le ciel au petit matin sur les voies ferrées du sud. Le vieil homme l'observait du haut de l'escalier, silencieux, comme s'il savait que ce bruit n'était pas un souvenir, mais une invitation. « Vous le comprenez? Toi aussi, n'est-ce pas ?» Thomas ne répondit pas. Il glissa la pièce dans sa poche comme pour accepter une mission. La gare sentait le fer et le café réchauffé. Les gens traversèrent les quais, valises à la main, appels téléphoniques, absence. Il suivit les panneaux jusqu'aux consignes automatiques. La pâle lumière de fin d'après-midi se répandait en nappe sur le sol. La consigne à 7 centimes avala la vieille pièce avec un clic étonnamment discret, et la porte s'entr'ouvrit, juste assez pour que la même sensation qu'à la librairie l'envahisse. Le monde, l'espace d'un instant, prit tout son sens. À l'intérieur, une boîte à chaussures ficelée et un enregistreur de journaux, un de ces petits modèles discrets chargés de voix. Le couvercle grinça lorsqu'il le souleva. Des photographies, des rues mouillées, un banc public, la façade du Mirabeau, et sur chacune d'elles, un détail qui ne se révèle qu'à ceux qui y reviennent, dans un coin, flou, le manteau gris.
toujours là, toujours sur le seuil. Au fond de la boîte, une fiche de bibliothèque, embrassée par Gabriel, renouvelée indéfiniment. L'enregistreur s'illumina d'un éclair vert. D'abord, des parasites, puis sa propre respiration, comme si l'appareil connaissait les contours de ses poumons. Ensuite, une autre respiration plus lente et une voix posée qu'on reconnaissait sans avoir besoin de se présenter. « Thomas, tu es déjà venu ici. Tu ne t'en souviens pas, c'est tout. » Mon cœur fit un bond, une douleur lancinante dans les côtes. La voix poursuivit sans didactisme. « Quand on perd tout, on perd surtout l'idée que quelqu'un nous a regardés avec bienveillance. Ce que tu as vu sur la photo n'était pas un intrus. C'était une main restée levée longtemps. As-tu déjà pensé que certaines dettes n'exigent pas d'argent, seulement un remboursement ?» L'appareil siffla, cliqueta, et le silence revint comme un drap plié. Un employé passa en poussant un chariot. Les rails grincèrent comme une phrase inachevée. Thomas s'arrêta. Le train dehors annonça son départ d'un sifflement qui fit exactement le même effet que la pièce de monnaie. Quand les portes se refermèrent, il resta immobile sur le quai, observant le train se transformer en un mince rayon de lumière, puis en une masse métallique qui s'estompait, puis en un nouveau silence. Ce n'était pas le vide, c'était un silence qui exigeait un choix. Il sortit la photo de famille, celle où le manteau gris souriait désormais en arrière-plan, et remarqua un détail qu'il n'avait jamais vu auparavant. Sur la table où sa fille dessinait, une feuille de papier commençait à révéler, sous la lumière de la gare, une silhouette estompée, l'esquisse d'une main. Une grande main, aux longs doigts, ouverte sur la sienne, sans la toucher. Un geste délicat, sans pression. Une brûlure lui monta à la poitrine, et une pensée soudaine et intense perça le brouillard. Et si l'inconnu n'était pas apparu maintenant, mais avait toujours existé, ponctuant les bords de l'abîme à chaque fois que la vie basculait, la librairie était à un quart d'heure de marche. Il traversa des pâtés de maisons entiers, comme s'il remontait à la surface après une trop longue immersion. Au coin de la rue des Tisserands, une vieille dame vendait des livres d'occasion dans une valise ouverte. Le dos d'un livre attira son regard plus que les autres, la bascule des heures. En l'ouvrant, il découvrit une dédicace écrite à l'encre diluée. Pour celui qui passera quand il aura épuisé toutes ses résistances. G. Il n'y avait pas assez de coïncidence pour expliquer cela. La dame leva les yeux, l'air absent, et dit simplement « Il y a des livreaux qui attendent des gens, pas l'over. » Il paya avec la monnaie qu'il avait, et le billet se glissa délicatement entre les pages comme une bénédiction. De retour dans la librairie, la lumière était déjà tamisée, venant de côté, faisant scintiller la poussière comme une poignée de souvenirs. Et pas. Le vieil homme désigna le comptoir d'un geste discret, presque maestro. Un téléphone à cadran rotatif, de ceux qu'on utilise, était éteint. À côté, un morceau de papier avec un numéro et aucune indication. Thomas posa son doigt sur le 0, le tourna, puis sur le 9, et la ligne s'anima d'un bourdonnement semblable à un nid d'abeilles. Personne ne répondit. Au lieu de cela, la sonnerie du téléphone retentit, comme si l'appel avait été transféré. Il décrocha le combiné. À l'autre bout du fil, un piano jouait, fort et lointain. Son père aimait ce morceau quand les factures s'accumulaient. C'était une musique nocturne qui donnait un sens à l'atmosphère. La musique s'arrêta. La voix revint, la même qui avait été au cœur de la journée. « Tu cherches la main. » Mais la main cherchait ton oui. Thomas ferma les yeux. Si simple que ça en était douloureux. Ce n'était pas lui qui avait besoin de trouver l'inconnu. C'est lui qui, finalement, avait besoin de se laisser atteindre. Le vieil homme s'approcha d'une vitrine recouverte de journaux. Il décolla les bords du ruban adhésif et dévoila une collection de vieux portraits de famille du quartier. Des cadres bon marché, des sourires figés. Sous chaque photo, une note épinglée. Lumière réparée. Debout à nouveau. Retour. Le doigt du vieil homme se posa sur un cadre vide, sans photo. Juste l'espace vide et le reflet du spectateur. Il manque une place. On attend la vôtre. Thomas sentit une résistance intérieure, celle de quelqu'un qui a passé des années à se définir par l'échec, par la perte, par le sentiment d'indignité, commençait à se fissurer comme de la glace qui fond. Le monde, lorsqu'il change de ton, ne fait pas un bruit tonitruant. Il aimait ce petit craquement timide que seuls les attentifs perçoivent. Du toit, une goutte, puis une autre. La pluie était revenue sans cérémonie, comme un rideau qui décide de clore le spectacle sans prévenir. Il feuilleta la bascule des heures et a découvert, marqué d'un mouchoir en papier, un passage souligné. On ne tombe pas pour se désorienter. On tombe pour que quelqu'un ait la chance de vous rattraper. La plume qui avait tracé
laissa une légère trace sur la page suivante. Une trace impatiente, une main qui appuie plus fort quand elle est sur le point de décider. Thomas sut, sans métaphore, ce que cette phrase attendait de lui, qu'il cesse de tomber seul, qu'il reconnaisse que la main tendue n'était pas une humiliation, mais un pacte. Le vieil homme lui tendit un manteau sombre accroché à un cintre sans rien demander. Il lui allait bien, le tenait chaud sans être trop serré, et possédait une poche discrète dans la doublure. À l'intérieur, un mot écrit de la même main que d'habitude. Avant la nuit, pont de la Saône. Regarde la lumière sous la 3e arche. Une adresse? Pas une énigme. Thomas partit. La ville transpirait des lampadaires sur l'asphalte. Les trottoirs embaumaient le pain et la pluie. En marchant, un détail le fit s'arrêter. Les feux tricolores changeaient à chaque fois qu'il approchait, comme si quelqu'un, quelque part, régulait la circulation pour qu'il arrive précisément à l'heure du rendez-vous. Une exagération? Peut-être. Mais il y a des nuits où la ville entière se comporte comme un complice discret. Sous la 3e arche, la lumière projetait un halo ovale sur l'eau. Il appuya ses coudes contre la pierre froide et attendit, sans savoir ce que signifiait « attendre comme il faut ». Le premier son fut celui de pas lent, le rythme de quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne. La présence à ses côtés ne demanda pas la permission. Elle occupait simplement un fragment de la nuit. L'odeur était celle de la pluie et d'une légère note de tabac. « Tu as froid ?» La voix n'eut pas besoin de crier pour percer les couches de silence. Thomas voulut répondre « non », mais son corps dit « oui », dans un tremblement qui ne dissimulait pas des faiblesses physiques, mais des siècles de contraintes. L'étranger, c'était lui bien sûr, ôta ses gants et d'un simple geste, posa la main sur l'épaule de Thomas, non pour le guider, mais pour que son poids trouve un appui. Ensemble, ils observèrent un morceau de papier dériver au gré du courant, se faire prendre dans un tourbillon, s'en libérer et disparaître. On croit que les choses partent. En vérité, elles apprennent leur manière de revenir, dit l'homme, et pendant un instant, ils ne furent plus que 2 corps abrités sous une phrase. Thomas fit alors ce qui lui avait paru impossible jusque-là. Il ne demanda ni « Qui êtes-vous » ni « Pourquoi moi ?» Il demanda « Et maintenant ?» L'étranger sourit avec les yeux, comme s'il récupérait un objet emprunté. « Maintiens, tu écris, et tu donnes. » De la poche de son manteau, il sortit une petite clé parfaitement lisse, sans numéro, sans inscription, et la plaça dans sa main comme pour rendre un nom. La surface du fleuve sembla soudain parler une autre langue. Non, pas des mots, mais une compréhension intuitive, que certaines eaux sont faites pour rester. Thomas respira. Sa main demeura sur son épaule. Ce n'était pas une promesse, c'était une présence. Et dans cette présence, les contours d'une prochaine étape commencèrent à se dessiner, telles une calligraphie patiente. La clé ne servirait pas à ouvrir un lieu, mais à déverrouiller un geste. Il sut, sans prévenir, ce qu'il devrait faire au matin, et qu'en agissant ainsi, une vieille affaire serait enfin réglée sans que personne n'ait besoin de prononcer le mot « dette ». Levant les yeux, il aperçut, de l'autre côté du pont, une ombre familière près de la vitrine de la librairie. Le vieil homme, coiffé d'une casquette, les mains jointes derrière le dos, attendant non pas pour regarder, mais pour être témoin. La pluie s'estompa jusqu'à se transformer en brume. L'étranger retira sa main de son épaule, juste assez pour que Thomas prenne conscience du poids de l'absence et, simultanément, de sa liberté retrouvée. Une voiture traversa le pont, ses pneus chuintant sur le bitume. L'horloge de l'église sonna 9 fois, avec la discrétion des heures qui comptent. Thomas referma ses doigts sur la clé, elle était légère, et en la glissant dans la doublure de son manteau, il comprit que la suite de l'histoire ne s'écrirait pas d'explications, mais d'actes qui laisseraient une empreinte dans le jour. Lorsqu'il se retourna pour le remercier, il n'y avait plus personne à ses côtés. Seulement, la chaleur sur ses épaules, qui s'attardait un peu plus longtemps que la logique ne le permet. Dans l'eau, sous la 3e arche, un reflet se brisa et se recomposa, révélant, un instant, une forme, une main, peut-être, ouverte, puis un point, puis plus rien. Suffisamment pour que tout le corps de Thomas soit certain que la chute s'arrêtait enfin, non par miracle, mais par consentement. Et le premier endroit où il le ressentit fut précisément là où les pertes avaient élu domicile, le cœur, engourdi qui, enfin, osait s'éveiller au bruit. Alors qu'il s'éloignait du parapet, une feuille blanche se colla à sa chaussure. En la ramassant, il reconnut l'entête de la librairie et une phrase griffonnée à la hâte « On n'aide pas pour être vu, on aide pour que l'autre se voie ». Il sourit, seul et accompagné, à parts égales, et il sentit la nuit s'ouvrir pour le prochain geste, celui qui ne s'annonce pas en fanfare,
mais qui change le cours d'une vie entière sans prévenir. Le matin ne commença pas. Il arriva comme une page qui se tournait d'elle-même. Thomas se réveilla avant le réveil, la clé lisse de sa veste pesant sur sa doublure, une phrase occupant son premier souffle. Écrire et donner. Le ciel était d'un bleu qui ne promettait que sincérité. Le pain de la boulangerie du coin avait déjà laissé dans l'air cette douce odeur qui adoucissait même la rue. Les lampadaires conservaient encore une lueur, obstinément. Il ouvrit le carnet vierge posé sur la table de la cuisine et, avant même le café, griffonna à la hâte 2 lignes bancales. « Si aujourd'hui est votre pire moment, asseyez-vous ici. Je m'occupe du reste. » Le stylo buta sur le mot « pire » et cela le fit sourire. Il y avait une certaine honnêteté à ne pas y arriver du premier coup. Il plia la feuille, la glissa dans sa poche avec la petite clé sans numéro et descendit. Au Mirabeau, la sonnette retentit différemment, plus grave, comme si elle pressentait l'intention. Le comptoir exhalait encore une odeur de bois humide et de café de la veille. Il n'y avait presque personne. La dame au chapeau vert qui comptait toujours ses pièces avec modestie, un homme aux ongles noircis par l'atelier, une jeune femme avec un bébé qui dormait profondément, comme si elle ignorait tout de ses dettes. Thomas déposa le mot sur le comptoir, bien en vue, et commanda 2 cafés, au cas où. Le serveur haussa un sourcil et toucha le papier. « Laissez-le ici, c'est pour le jour où ça fera plus de mal à quelqu'un qu'à moi. » Ce n'était pas une formule accrocheuse, c'était une façon simple d'amorcer un geste. Le serveur hocha la tête avec une douce lassitude, le genre d'acquiescement que les personnes épuisées réservent aux idées qui, même les plus infimes, peuvent un jour changer les choses. En sortant une affiche banale collée de travers sur le lampadaire, « Bénévole recherché, espace aux pontes, derrière la gare ». C'était une feuille de papier que la pluie commençait déjà à abîmer. Mais les lettres restaient lisibles. Ponte. Le mot avait pris sa place la nuit précédente. Thomas observa la circulation se dévier comme pour dégager le passage. Il glissa la main dans sa poche et tâta la clé, qui lui parut plus chaude. Le chemin vers la gare embaumait le pain et l'huile de machine. Espace aux Pontes était bien là, dans une ruelle où les camions vrombissaient bruyamment et où les pigeons ne se posaient pas sans hésiter. Une porte métallique discrète, de la peinture écaillée, une vieille sonnette. Il sonna. Rien. Il sonna de nouveau. Rien. Ce n'est qu'en touchant le métal de la paume de sa main qu'il entendit, de l'autre côté, un grincement de chaise, des pas et une voix qui ne demanda pas « Qui est-ce » mais « Êtes-vous arrivé ?» La serrure tourna. À l'intérieur, il y avait des tables, des bouilloires, des cartons de manteaux soigneusement étiquetés par taille et un tableau blanc où quelqu'un avait dessiné un plan du quartier avec les zones à risque, les endroits où les chutes sont les plus fréquentes. Sur un des murs, des photos de mains, rien que des mains, ouvertes, grasses, aux veines saillantes, enfantines, tatouées, des mains qui en tiennent d'autres, des mains vides. « Nous sommes peu nombreux et jamais assez », dit la femme aux cheveux attachés qui ouvrit la porte, son regard clair trahissant l'expérience de quelqu'un qui en a trop vu et qui pourtant persiste. « Que savez-vous faire ?» souffla Thomas, presque en s'excusant de ne savoir faire rien d'autre que de gérer les aléas de sa propre vie. Pourtant, il répondit avec la plus grande sincérité « Si quelqu'un en a besoin maintenant, je le prendrai. » La femme ne sourit pas. Il hocha la tête, comme s'il reconnaissait un vieux mot de passe. Elle désigna un panier de pain, une autre table avec des cahiers et des stylos, et un tableau avec des noms et des horaires. « Aujourd'hui, nous allons à l'auberge de la rue derrière. Il manque toujours quelqu'un qui écrit des lettres, à ceux qui ne savent pas par où commencer. Des lettres, écrire et donner. » La journée prit tout son sens une seconde fois. La première lettre était adressée à un homme qui avait perdu des documents et son neveu en même temps. Papier et personne. 2 pertes que l'État ne restitue jamais en une semaine. Il parlait par bribes de phrases courtes qui traduisaient à peine sa douleur. Thomas prenait des notes, soucieux non pas d'embellir, mais de ne rien omettre d'essentiel. « Écrivez que je fixais le mur car si je regardais le sol, je tomberais. » Il l'écrivit. Ce ne fut pas de la littérature, ce fut un témoignage, le genre de mot qui, une fois apposé, ouvre une porte. La seconde lettre venait d'une jeune femme qui voulait présenter ses excuses à sa mère sans avouer de culpabilité. Il lui suffisait de dire « j'ai essayé ». Il lui fallait être suffisamment crédible pour traverser une cuisine. Thomas écrivit exactement comme elle le demandait, sans fioriture, avec la dignité de « quelqu'un qui continue, malgré tout ». Entre 2 lettres, il distribuait du café, pliait des manteaux, collait des étiquettes. Pas d'héroïsme, juste du travail sans public.
Et dans chaque petit geste, il y avait une paix qu'il ignorait, faite de la précision des choses qui enfin ont la juste mesure. Vers midi, la femme aux cheveux attachés lança « Il y a une porte tout au fond, on n'a jamais réussi à l'ouvrir. On dit que l'ancien propriétaire a égaré la clé. Si vous arrivez à la trouver, il y aura peut-être de la vaisselle, peut-être rien, peut-être juste du vide. » Thomas le savait avant même de mettre la main à la poche. Le couloir exhalait une agréable odeur de renfermé, celle qui annonce des objets rangés, pas l'abandon. La porte était en bois, avec de vieilles ferrures et sans numéro. Il passa son pouce sur la clé lisse, comme pour en vérifier la texture, et l'inséra dans la serrure. Le clic n'avait rien de cinématographique. C'était ce son familier du foyer, quand quelque chose s'emboîte à nouveau. Un petit clic, presque timide, et la résistance céda. À l'intérieur, des étagères vides, un évier qui fonctionnait encore, et, sur une table, un tampon oublié, reçu. À côté, une boîte en carton brun avec des formulaires intacts, des cases vierges attendant d'être remplies par de vraies personnes. « On peut officialiser ça sans demander la permission », dit la femme en entrant derrière elle. « Un tampon, c'est un chemin tracé. » Thomas ne rit pas, mais il se sentit plus léger, comme si, pour la première fois depuis des années, la gravité du lieu s'était montrée bienveillante. Durant l'après-midi, Espaço Pontes se transforma en un petit refuge, l'homme qui avait besoin d'un justificatif de domicile pour travailler de nuit, la mère qui demandait simplement à quelqu'un d'appeler l'école et de dire « il est tombé malade aujourd'hui », sans en faire tout un drame, l'adolescent qui, incapable de remplir un formulaire, s'en mêlait les pinceaux avec ses propres informations, son logement ayant déménagé trop vite. Thomas tamponnait « reçu » avec une ferveur quasi religieuse. Le bruit sec du tampon concrétisait ce qui, jusque-là, ne reposait que sur des promesses. Ceci existe, cela compte, cela va dans la bonne pile. De temps à autre, la clé dans sa poche semblait se réchauffer à nouveau, lui rappelant que tout cela n'était pas qu'un simple service. C'était le prolongement de la main qui s'était posée sur son épaule la veille au soir. Chaque document reçu, une part de lui-même retrouvait sa place. En fin d'après-midi, alors que le soleil diffusait déjà cette lumière horizontale qui transperce la poussière et les secrets, la porte s'ouvrit brusquement et un garçon essoufflé entra, 15, peut-être 16 ans. Des yeux comme ceux d'un chien pris au piège. « C'est vrai que vous appelez quelqu'un si je n'ai pas de crédit ?» La femme acquiesça. Il sortit de son sweatshirt un bout de papier froissé sur lequel était inscrit un numéro au crayon. « C'est celui de mon père, j'ai dit des choses qu'on ne peut pas dire et maintenant j'ai un bruit dans la tête en permanence. » Thomas prit le téléphone du Space, un appareil simple sans promesse, et proposa « Tu veux parler ? Je reste ici, si ça bloque, je continue. » Le garçon regarda l'appareil comme s'il s'agissait d'une bête étrange, capable de mordre. Il inspira, composa un numéro. Ça sonna une fois, 2 fois, 3 fois. Une voix répondit « rauque », d'abord puis fragile. Le garçon dit son nom et le silence qui suivit dura des centimètres, palpable. Ce n'était pas le même qu'hier. C'était un silence qui créait de l'espace. Thomas se tenait à l'écart, fixant une fissure dans le mur pour ne pas empiéter sur une intimité qui ne lui appartenait pas encore 2 secondes auparavant. Le garçon pleurait en silence. Le père dit « Viens ici » d'une voix étranglée, comme quelqu'un qui avale des pierres depuis des années. Quand l'appel se termina, le jeune homme regarda Thomas comme on regarde un lampadaire par une nuit venteuse, sans gratitude ostentatoire, mais avec le soulagement de voir qu'il y avait encore un semblant de structure. « Merci ». Il s'enfuit, comme s'il lui fallait encore puiser dans ses dernières forces avant qu'elles ne s'évaporent. Ils fermèrent les portes de derrière alors que la nuit s'était déjà installée. La femme aux cheveux relevés lava les tasses avec le calme de celle qui sait apprécier une assiette propre. Thomas rangea les chaises, essuya le timbre et mit les fiches à leur place. Avant de partir, il aperçut une enveloppe pâle sous l'encadrement de la porte. Elle n'était pas là à son arrivée. Une écriture discrète qui savait écrire sans blesser pour celle qui a ouvert l'ineffable. À l'intérieur, une carte a en tête le Mirabeau et au verso, quelques mots revenaient après la fermeture. Certains pensent que « donner » est un verbe secret. Pas de signature, mais l'air autour du papier exhalait cette légère odeur de tabac et de pluie, désormais celle d'une personne réelle et d'heures uniques. En chemin, la ville sembla changer de langue une fois de plus, une langue qu'il comprenait désormais sans dictionnaire. Le Mirabeau éclairait discrètement le trottoir, les tables vides, les chaises renversées. Et pourtant, une vie minuscule palpitait par intermittence.
Le serveur essuya le comptoir avec un chiffon qui connaissait déjà le bois. Il leva les yeux en voyant Thomas et n'en fut pas surpris. « Attendez une minute. Ils arrivent quand les vitrines cessent de servir de miroir, dit-il, comme s'ils provenaient tous d'une même source. « Qui sont-ils » demanda Thomas, sans rien exiger. Le serveur désigna du menton. La porte s'ouvrit de nouveau. 3 personnes entrèrent, puis 5, puis 8. Pas de discours. Une jeune femme en uniforme d'hôpital, les yeux cernés. Un monsieur avec une vieille mallette en cuir, la dame au chapeau vert, l'homme de l'atelier, et 2 autres que Thomas ne reconnut pas, mais qui arboraient cette expression de ceux qui, de leurs propres mains, contribuent au bien-être du monde. Le préposé sortit de sous le comptoir un rouleau d'étiquettes adhésives et une boîte de petits carnets. « C'est ici que nous écrivons les maintenant de demain », dit une personne que Thomas ne reconnut pas. « Ce que vous ouvrez, nous le soutenons. Ce que nous soutenons, vous l'ouvrez. » Le cercle se forma sans direction précise, comme des personnes qui tournent sur elles-mêmes, lorsque le sujet est trop sérieux pour une table carrée. Quelqu'un déposa au centre 4 vieilles pièces de monnaie percées, enfilées sur une ficelle. La plus usée ressemblait trait pour trait à celle qui avait ouvert la boîte 27. Une femme expliqua à voix basse « Quand un maintenant commence, on en accroche une. Quand ce maintenant devient une habitude, on la remet dans la boîte. » C'était un rituel sans fumée, mais avec une odeur de pain. Thomas remarqua un cadre photo appuyé contre le comptoir, près de la machine à café, vide comme celui de la vitrine du vieil homme. Il le prit, hésita, puis le posa sur le comptoir, face au groupe. « On m'a dit qu'il n'y avait pas assez de place, » dit-il, sans artifice. « S'il est trop tôt, je le rangerai. » Personne ne répondit. Le vendeur prit un petit clou et un marteau et accrocha le cadre au mur, à côté de la rangée de vieilles photos du quartier, sans le nom de Thomas, mais avec une simple étiquette « À quiconque arrive et reste ». Le bois supporta le poids avec un léger soupir. Dehors, un camion passa et la vitre vibra comme pour acquiescer. La réunion se termina sans applaudissements, comme c'est souvent le cas pour les choses concrètes. Chacun range ses affaires, éteint les lumières, fait des projets sans vraiment penser au lendemain. Thomas était le dernier à rester. L'employé lui tendit un morceau de papier plié en 4. « On vous a laissé ça », dit-il presque, sans regarder. Sur le papier, une carte dessinée à la main, aux traits fermes, tout le quartier, des points rouges, des flèches discrètes, 3 cercles bleus. En dessous, la même écriture calme. « Demain, avant 9 heures, on frappera à 3 portes. N'attendez pas pour la 3e, prenez la clé. » Thomas sentit son estomac se nouer, non par peur, mais par ce signal d'alarme que le corps envoie lorsqu'il pressent l'importance d'un geste. Il glissa la carte dans sa poche, sentit la clé effleurer le papier, et cette friction en disait plus long que n'importe quelle phrase optimiste. Sur le trottoir, la fraîcheur nocturne lui caressa le visage avec la douceur d'une serviette humide. Au bout de la rue, la librairie du vieil homme était éclairée par une simple lumière, un humble phare dans le couloir des jours. Il aurait pu s'endormir, la tête lourde et le cœur alerte. Il choisit de s'approcher de la porte vitrée et de regarder à l'intérieur. Le vieil homme était assis sur le tabouret dos au public, écoutant une radio qui grésillait de la musique ancienne. Sans se retourner, il leva la main une fois, comme pour compter 1, 2, 3 et marquer le temps d'une mesure. Thomas comprit que, demain, il n'aurait pas besoin de demander la permission pour passer. Lorsqu'il mit la main dans sa poche, la clé effleura la carte et la pointe métallique toucha précisément le cercle où était inscrit « 3e porte ». Ça ne lui fit pas mal. C'était juste un rappel subtil que, sans même s'en rendre compte, nous sommes toujours à un cheveu d'entrer là où nous devrions déjà être. Et là, collé à l'intérieur de la vitre, il y avait un petit morceau de papier déchiré qu'il était certain de n'avoir jamais vu auparavant. Demain n'est pas loin, il est tôt. L'aube suivante apporta une lumière qui semblait déplacée dans ce quartier. Il y avait quelque chose de particulier en elle, une lueur sèche, presque transparente, qui accentuait les ombres et ralentissait les sons. Thomas marchait, la carte dans la poche, partagée entre la peur et le devoir. Les 3 portes marquées ne ressemblaient pas à des adresses ordinaires. L'une se trouvait dans un vieux bâtiment à la façade ocre, la 2e dans une rue étroite où flottait une odeur de pain et de graisse. La 3e, plus loin, près de la rivière, dans un groupe de maisons qui semblait survivre grâce aux échos d'un autre temps. Il ne savait pas ce qu'il s'attendait à trouver, et c'est peut-être précisément pour cela qu'il continuait. La première porte l'accueillit au bruit de pas d'enfants. Une femme en tablier, fatiguée mais le regard pétillant de joie, l'entr'ouvrit. « Puis-je vous aider ?» Thomas hésita.
Il lui montra la carte sans rien expliquer. Elle le regarda, légèrement surprise, puis déverrouilla la porte. « Vous êtes le garçon à la clé, n'est-ce pas ?» Il faillit demander « Comment le savez-vous ?» mais son ton n'exigeait pas de réponse. La femme le conduisit à la cuisine, où un garçon d'environ 8 ans dessinait au stylo bleu sur une feuille de papier brun. Au centre du dessin, un pont, 3 arches, la même rivière, le même reflet que la nuit précédente. « Il dessine ça depuis des semaines, » dit-elle doucement. Il a dit avoir vu un homme sur le pont en rêve et que cet homme avait laissé tomber une clé. Thomas sentit sa poche se serrer. L'enfant le regarda et sourit, un sourire lent, comme s'il le reconnaissait. « Tu l'as trouvé ?» dit-il. Simplement. Et il reprit son dessin. Sur la table, un épais cahier aux pages blanches. Thomas l'ouvrit, non par curiosité, mais par impulsion. Et sur la première page, une phrase était écrite d'une écriture enfantine et irrégulière pour celui qui retrouve le chemin. Tout son corps sembla comprendre quelque chose que son esprit ne pouvait encore saisir. La femme s'approcha, lui toucha l'épaule et murmura « Il attendait qu'on lui rappelle de continuer ». Thomas referma le cahier, trop effrayé pour répondre. Il laissa l'enveloppe qu'il avait rapportée du Mirabeau sur la table et partit avec l'étrange impression que ce geste était déjà écrit quelque part. La deuxième porte mena à un atelier. L'air était saturé d'odeurs de fer et d'huile brûlée. Un homme corpulent aux mains de mécanicien et au regard de quelqu'un qui vit de réparation releva son visage ruisselant de sueur lorsque Thomas lui montra le plan. « Ah, le message vous est donc parvenu. » Il s'essuya les mains et désigna un coin de l'atelier où se trouvait une boîte recouverte d'un chiffon. Elle attendait depuis longtemps. Je n'avais jamais osé l'ouvrir. Thomas souleva le chiffon. À l'intérieur, une machine à écrire rouillée et un morceau de papier collé au rouleau. L'encre presque effacée laissait encore apparaître une phrase lisible. « Aider, c'est écrire le nom de l'autre avant le sien. » Le mécanicien inspira profondément. « Mon père m'a laissé ça. Il disait qu'un jour quelqu'un viendrait et que je devrais faire parler à la machine à nouveau. » Thomas posa ses doigts sur le clavier et appuya sur une touche. Le son résonna dans l'atelier comme un cœur qui bat à nouveau. Puis un autre, et encore un autre. Sur le papier, de nouvelles lettres commencèrent à apparaître, comme si le fer se souvenait du verbe. Le pont continue. Le mécanicien esquissa un sourire. Voilà, il prit une petite boîte à outils et la tendit à Thomas. Tiens, il y a quelque chose dedans qui pourrait te servir. Thomas l'ouvrit. Une clé, une lampe torche et un petit mot plié. Troisième porte. Ne te presse pas, mais ne sois pas en retard. Le genre de conseil qu'on ne s'apprend pas, qu'on reconnaît instinctivement. Le chemin menant à la dernière maison le ramena à la rivière. Le vent soufflait plus froid, chargé d'une odeur humide de pierre et de souvenirs. La maison semblait tout droit sortie d'une vieille photographie. Murs blanchis par le temps, toit d'ardoise, fenêtres qui semblaient avoir toujours attendu le retour de quelqu'un. Thomas monta les 3 marches et frappa. Silence. Il frappa de nouveau. La porte s'ouvrit d'elle-même, comme si elle l'attendait. À l'intérieur, l'air embaumait la lavande et le papier. Sur la table du salon, une pile de lettres nouée d'un ruban rouge et une photographie solitaire. L'homme au manteau gris, plus jeune, souriant. Au dos de la photo, un seul mot. Merci. Il s'avança au centre de la pièce et remarqua que le plancher grinçait de façon rythmée, comme si une mélodie ancestrale cherchait à s'échapper. L'horloge murale indiquait 7h15, mais la trotteuse était arrêtée, figée sur le même point. Dans un coin, un petit coffre en bois, fermé par une serrure délicate. Thomas sortit la clé de sa poche. Elle s'emboîtait si parfaitement que cela semblait être le destin, et peut-être l'était-ce. À l'intérieur du coffre, une collection de journaux intimes. Des pages et des pages écrites d'une écriture soignée, en français, racontant l'histoire de personnes qu'il connaissait désormais. La femme du garçon, le mécanicien, la fille du café. Chacun portait le nom d'une personne ayant reçu de l'aide et, à la fin de chaque récit, la signature du même homme, Gabriel. Les dernières pages étaient blanches, seule une note en bas. Quand la main passe, l'histoire continue. Thomas prit un stylo sur la table et, machinalement, se mit à écrire. Ce n'était ni une confession ni un récit. C'était comme si le papier lui-même guidait l'histoire. Il écrivit sur la nuit pluvieuse, sur le train, sur le café, sur la main qu'il avait retenue quand il se croyait seul au bord du gouffre. Et en écrivant, il comprit quelque chose qui le blessait et le libérait à la fois. L'inconnu n'était pas un fantôme du passé, mais le moyen que l'avenir avait trouvé pour le ramener à la vie. Le dernier mot qu'il écrivit fut « continuer ». Levant les yeux, il remarqua que la lumière à l'intérieur de la maison avait changé. Le soleil
inondait la maison de lumière, dorant les murs, et l'air embaumait le pain chaud, le même parfum qu'à Espaço Pontes. La trotteuse de l'horloge se remit en marche. Un léger bruit de pas résonna dans le couloir. Il se retourna, s'attendant à voir quelqu'un. Personne. Seulement le reflet dans la vitre. Et un instant, deux silhouettes, la sienne et celle de l'homme au manteau, côte à côte, identiques. Lorsqu'il cligna des yeux, il ne restait plus que la sienne. Mais le poids de la solitude, lui, avait disparu. Dehors, la rivière coulait plus calmement, comme si elle avait attendu ce moment précis pour reprendre son cours. Thomas quitta la maison, verrouilla doucement la porte et jeta la clé dans l'eau. Le courant l'emporta lentement, jusqu'à ce qu'elle disparaisse sous la troisième arche du pont, celle-là même où tout avait commencé. Et à l'instant où le métal disparut, une brise chaude lui caressa le visage, portant le son d'une voix lointaine, presque un murmure. « Maintenant, c'est à toi ». Il contempla l'horizon et pour la première fois depuis longtemps, ne ressentit pas que la fin fût à craindre. Ce n'était qu'un nouveau départ déguisé en adieu. Cette nuit-là semblait appartenir à un autre temps. Le vent soufflait plus doucement, mais une vibration différente imprégnait l'air, comme si le silence lui-même attendait qu'on lui dise quelque chose. Thomas arpentait lentement les rues qu'il connaissait déjà, et pourtant tout lui paraissait nouveau. Les lumières, les façades, même le claquement des fenêtres qui se fermaient, résonnaient comme des souvenirs réorganisés. Il tenait entre ses mains le journal intime qu'il avait trouvé dans la malle, avec désormais la dernière page écrite de sa main. Les lettres encore fraîches semblaient palpiter, comme respirer, et le poids de ce carnet dépassait celui du papier et de l'encre. C'était le poids de tout ce qui restait en suspens, de tout ce qui réclamait encore un sens. Au Mirabeau, la sonnette retentit plus, doucement que d'habitude. Le serveur le regarda sans rien dire, se contentant d'incliner la tête, comme pour reconnaître un destin accompli. Sur le comptoir reposait un verre dépoli encadré, et à l'intérieur, une feuille de papier neuve, encore humide, portant une phrase manuscrite. « Chaque histoire cherche celui qui ose la finir. » Thomas effleura le verre du bout des doigts. L'encre sembla vibrer sous son contact, et un instant, son reflet se mêla à celui des lettres, comme si l'histoire cherchait à fusionner avec son auteur. Il s'assit à la table d'angle, celle-là même où il s'était abrité de la pluie des semaines auparavant, et commanda un café. L'arôme s'éleva lentement, emplissant l'air de la même douceur réconfortante que le souvenir d'une maison oubliée. Dans le carnet, entre les vieilles pages, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Une petite photo pliée, cachée comme un secret, attendant le moment propice pour se révéler. C'était la photo d'un groupe réuni devant l'Espaço Pontes. Des visages familiers mais plus jeunes. Le mécanicien, la femme du garçon, même le serveur du Mirabeau, tous souriant sous un soleil qui semblait venu d'un autre temps. Au centre, l'homme au manteau gris. Le même regard, le même demi-sourire qui se passait de commentaires. Derrière la photo, une date, 15 mai 1984, et une phrase écrite d'une belle écriture. Un jour, il reviendra. Thomas sentit tout son corps trembler, non de peur, mais d'une vérité que le temps n'avait pas réussi à altérer. Il prit le vieux téléphone sur le comptoir et composa le numéro dont il se souvenait encore, celui de la librairie, celui auquel personne n'avait jamais répondu. Cette fois, pourtant, la ligne ne grésilla pas. Une voix répondit, calme, familière. « Vous avez compris maintenant ?» Il déglutit difficilement. « Je crois que oui. » La voix souffla à l'autre bout du fil, et pendant un instant, le son du piano réapparut, la même mélodie, qu'auparavant mais maintenant sans mélancolie. Alors laissez la lumière illuminée, il y en aura d'autres. La communication fut coupée, il regarda sa montre. Minuit pile. Dehors, la ville semblait suspendue, comme si tous les bruits retenaient leur souffle, attendant la suite. Thomas écrasa sa cigarette dans le cendrier et sortit. Le vent lui fouetta le visage, emportant avec lui le doux parfum de la pluie et de la terre. En traversant la rue, il vit que les vitrines des magasins étaient couvertes de reflets, son propre visage, multiplié comme une mosaïque de vie qui aurait pu être et qui désormais n'en formait plus qu'une. Il s'arrêta devant l'une d'elles et remarqua quelque chose dans le reflet. Derrière lui, l'homme au manteau, qui l'observait en silence. Mais lorsqu'il se retourna, la rue était déserte. Pourtant, le reflet demeurait immobile. Ce matin-là, il marcha jusqu'au pont. La rivière coulait calmement, reflétant la lueur des lumières comme si le monde était partagé entre le passé et l'avenir. Il posa les mains sur le parapet froid et sortit son carnet de sa poche. Il l'ouvrit à la dernière page et écrivit une courte phrase, presque un murmure. «
Les histoires ne se terminent jamais, elles changent de voix. Puis il laissa tomber le journal dans l'eau. Le bruit de l'impact fut doux, presque inaudible. Le carnet flotta quelques secondes, tourna sur lui-même, puis commença à dériver, emporté par le courant. La dernière chose que Thomas vit avant que le livre ne disparaisse fut le reflet de sa propre écriture déformée par l'eau. Une phrase qui semblait se dissoudre et se réinventer simultanément. Le lendemain, Espaço Pontes ouvrit plus tôt. La femme, aux cheveux attachés, trouva une enveloppe sur l'encadrement de la porte. À l'intérieur, un simple mot, pour la suite. Et avec elle, une nouvelle clé, identique à la précédente, mais sans trou, lisse, parfaite, comme si elle attendait d'être façonnée par une nouvelle histoire. Elle regarda autour d'elle et sentit le même parfum de lavande que Thomas lui avait décrit. Elle sourit sans comprendre et glissa la clé dans la poche de son tablier. Lorsqu'elle alluma la lumière du salon, elle remarqua que dans la photo des mains, il y avait une nouvelle photographie. Thomas tenant le carnet devant la rivière, avec le soleil levant en arrière-plan. La légende, écrite au stylo bleu, « Celui qui rend la lumière ». Et puis, le vieil homme de la librairie apparut à la porte. Il n'apportait ni livre, ni réponse, seulement un petit paquet enveloppé dans du papier kraft. Il le tendit à la femme sans dire un mot. À l'intérieur, il y avait une lettre cachetée et un mot. « À ouvrir quand vous entendrez la pluie ». Elle leva les yeux vers le ciel, clair, bleu, sans nuages. Et pourtant, un instant, elle crut entendre le bruit d'une goutte de pluie. Le temps ne revient pas toujours en arrière. Il se plie, se remodèle et poursuit son cours. Et c'est peut-être ce que Thomas avait enfin compris, qu'il ne s'agissait pas de repartir de zéro, mais de continuer là où l'âme avait cessé de fuir. À cet instant précis, quelque part, le long de la rivière, le carnet atteignit un méandre et se retrouva coincé entre deux pierres. L'eau clapotait contre les berges avec un rythme patient, presque mesuré. Et, à la lueur de l'aube, les lettres qui s'étaient effacées commencèrent à réapparaître, comme si une nouvelle voix les recouvrait.